nous rendons compte. Bonjour à tous, madame, monsieur, merci. Nous sommes vendredi. Comme vous le savez, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse est dans les kiosques, nous propose beaucoup de sujets et d'informations. Je vous invite d'ailleurs à lire. Et ce matin, la nouvelle expression parle donc de l'opération Épervier. 6 cadres des finances aux arrêts. C'est le grand titre du journal. Ils ont été donc happés dans le cadre de la campagne d'assainissement des comptes de l'État et de plusieurs autres opérateurs suspects donc ayant causé des pertes énormes au trésor public. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de comment le Social Democratic Front a fait des euros au RDPC en levant le lièvre donc des incompatibilités. Le parti de Frondi a permis donc que 16 postes arrachés aux honorables cumulards se libèrent dans les institutions de l'État. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi au code électoral. Les 22 propositions de la société civile à lire dans ce numéro. Et aussi on parle de la crise anglophone, l'urgence de sécuriser les stations-service également inscrit dans ce journal, en page 7 notamment. C'est ce que dit la nouvelle expression. Alors, autre journal, c'est bien entendu Le du Sahel qui est dans les kiosques qui parle de Moscota, c'est une localité de l'extrême nord. 4000 déplacés menacés dans de déguerpissement, c'est ce qu'on dit en page 3. Le même journal parle du Sénat avec ces nordistes concernés par les incompatibilités. C'est dans le journal en page 2. Et toujours dans les kiosques ce vendredi, vous aurez donc l'occasion de lire autre chose, autres journaux, avec notamment les mutations qui est également disponible ce matin. Le journal s'intéresse à autre chose, parlant notamment de la manipulation, bien sûr, de la solde avec des faits qui sont également relevés par ce numéro. Donc une centaine de responsables au tribunal criminel spécial, à lire donc dans le journal Mutation de ce matin. Et toujours dans le cadre de mutation que nous avons reçu à notre rédaction, il y a d'autres informations aussi à découvrir après avoir fait un tour dans les kiosques. Le soir, hebdomadaire revient sur les 70 ans après l'UPC qui célèbre justement son premier sénateur, c'est ce que dit le journal, et d'autres informations avec Bilebouya Maïgari de l'UNDP qui a été hué donc à Pitois. C'est également à la une du journal ce matin. Cameroun Tribune est disponible aussi. Le journal parle également de toute autre chose avec à la une un vécu quotidien des populations dans le cadre du vivre ensemble. C'est un dossier proposé par le journal et d'autres informations également à lire aussi dans le même numéro de ce matin. Info Matin qui également dans les kiosques parle donc de Nyat Ndifendi au Sénat qui succède à Nyat, c'est ce que dit le journal, qui semble avoir lu en tout cas dans la boule de cristal. Une rencontre est d'ailleurs prévue ce jour qui réunit bien entendu les responsables du RDPC au plus haut niveau pour notamment prendre une décision forte et proposer des candidats à ce poste-là. C'est aussi ce que propose le journal Info Matin de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle de Paul Biya qui suspend l'importation du sucre au Cameroun. C'est à lire à la une du journal et également d'autres faits aussi, sujets qui pourraient vous intéresser, parlant notamment des pléthores, de cette pléthore de clandestins dans notamment la vente des billets d'avion. Il faut faire attention désormais, c'est à lire aussi dans le dossier proposé par le journal. Donc c'est une alerte qui a été sonnée et il faut donc davantage comprendre de quoi il est véritablement question. C'est voilà ce qu'on peut lire dans la presse. Également Émergence qui est disponible, qui parle du Cameroun, avec des cumulards de fonctions, le cumul de fonctions également l'État camerounais dans un double jeu, ce que dit le journal. 10 experts essaient donc de se prononcer sur cette question dans le dossier proposé par le journal Émergence. C'est un quotidien privé bilingue de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue, et ainsi que l'équation aussi dans les kiosques ce vendredi. Georges Smith, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Bienvenue. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse et les lecteurs et téléspectateurs n'auront qu'à faire un tour dans les kiosques. La nouvelle exposition qui parle d'opération Épervier, on apprend d'ailleurs qu'il y a six cadres donc, du ministère des Finances et même du ministère de la Communication qui sont épinglés par une question de distorsion des fonds. Bien, ce sont plutôt des personnes qui manipulaient l'outil informatique
en ce qui concerne la gestion du fichier solde de l'État. Je crois que c'est dans le cadre de l'opération COP qui a été lancée par le ministre des Finances qui consiste à assainir le fichier solde de la fonction publique du Cameroun. Et je crois que les premières retombées se font déjà percevoir avec la mise sous arrêt depuis mercredi passé de ces 6 agents qui manipulaient effectivement l'outil informatique afin de distraire en complicité les fonds avec certains fonctionnaires qui sont réputés des fonctionnaires fictifs. Je pense que avec ce coup de pavé, il y aura d'autres personnes qui seront interpellées. On a, je crois, jusqu'en fin mai ou fin juin la poursuite de cette opération et je crois qu'on aura d'autres résultats probants en ce qui concerne cette nébuleuse mafieuse sur les fonds publics. Alors, cette action intervient donc quelques temps après celle lancée par Essimi Meigné. À l'époque, il était ministre des Finances. C'était l'opération Boma. On a eu l'occasion, en tout cas, de mettre la main sur plusieurs personnes qui étaient également dans cette opération aussi. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes noms qui reviennent comme si c'était une toile tissée et on ne parvient pas toujours à assainir le milieu. Tout à l'heure, je parlais des nébuleuses, donc ça veut dire que c'est une sorte de pieuvre qui est difficilement appréhensible. Vous faites allusion à l'opération Bomale 2006 qui avait été effectivement lancée par le ministre des Finances, Essimi Meigné, mais qui n'a pas abouti. 10 ans après, 12 ans après, on se rend compte qu'il y a toujours des personnes qui émargent sur le dos de l'État indûment. Donc, avec cette nouvelle opération, on espère qu'on tirera les leçons de l'échec de l'opération Boma afin que la main soit mise sur ceux qui continuent de percevoir 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20 salaires, alors que le contribuable paye toujours à travers le trésor public l'effort de leur travail. Le dysfonctionnement devrait... On aurait dû procéder d'abord à un audit des dysfonctionnements qu'on a décelés lors de l'opération Boma avant de lancer la nouvelle opération COP. Je ne sais pas si les fonctionnaires du ministère des Finances ont effectivement tiré les leçons de cette ancienne opération afin de lancer la nouvelle, mais je crois que c'est un bon point à mettre à l'actif du nouveau ministre des Finances qui a compris qu'il y avait au moins 1500 salariés fictifs qui émargeaient sur le dos de l'État. On espère que les résultats probants ne seront pas ces résultats qu'on a connus en 2006 avec l'opération Boma et que cette dernière opération viendra définitivement mettre fin à cette distorsion. Combien de fonctionnaires sont donc appelés à bénéficier du salaire de manière normale? C'est également une question. On n'arrive pas toujours à dire exactement combien de fonctionnaires existent au Cameroun. Le Cameroun compte aujourd'hui 350 000 fonctionnaires pour une masse salariale annuelle qui frôle les 1000 milliards de francs CFA. Alors, dans les 1000 milliards de francs CFA, il y a effectivement ces 1500 fonctionnaires fictifs qui émergent dans le trésor public. Donc il faut les sortir de cette masse salariale. Pourquoi pas les remplacer numériquement après ou alors les intégrer tout simplement parce que 900 milliards de francs CFA par an, je crois que c'est assez lourd pour le Cameroun qui est quand même entré depuis 1 an et demi sous plan d'ajustement structurel avec le FMI et c'est l'une des parties de la mise en œuvre de ce plan d'ajustement structurel qui est en train aujourd'hui d'être mis en œuvre par le ministre des Finances qui veut que le train de vie de l'État soit réduit. Et vous savez qu'actuellement séjourne au Cameroun une mission du FMI qui vient effectivement évaluer trimestriellement les performances du Cameroun en ce qui concerne les accords qui ont été signés dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Et le volet fonction publique, le volet réduction du train de vie de l'État est un volet important pour que le Cameroun soit plus convaincant devant ses bailleurs de fonds. Alors, on a vu CJPS 1, on a vu CJPS 2, on voit encore d'autres cas évoluer dans ce sens. On n'a toujours pas de résultats attendus, même si aujourd'hui on espère qu'avec Léopold Moutazi qui est au ministère des Finances, on pourrait aboutir à quelque chose de positif, mais seulement l'opération est encore en cours. Oui, vous avez parlé des CJPS 1, CJPS 2, mais avant il y a eu l'opération Antilope qui consistait effectivement à assainir ce fichier solde de l'État. Mais malheureusement, comme vous le relevez, les résultats, on n'a pas eu les résultats probants. Donc ça veut dire que soit ceux qui étaient en charge de ce dossier n'ont pas été à la hauteur, ou alors soit je crois que il y a eu certaines complicités qui ont mis les bâtons dans les roues de ces diverses opérations. Mais avec l'opération COP qui vient d'être lancée, on tient quand même à relever qu'on a introduit 2 nouvelles notions, c'est-à-dire le contrôle aux frontières, de
ces fonctionnaires qui résident à l'étranger et qui viennent émarger. Et on parle de comptage physique. Après, voilà, il y a également le comptage physique, mais il y a également un numéro vert qui a été mis en place afin que toute personne qui soit au fait d'une telle malversation dénonce tout de suite les intéressés. Très bien. Alors, ce sont des informations à lire dans la presse, notamment la nouvelle institution qui parle des 6 cadres des finances, donc aux arrêts, poursuivis par le tribunal criminel spécial. Ils sont aussi nombreux, mais simplement les 6 ont été tout au moins évoqué par les tabloïds de ce matin également. Alors, autre chose également à lire dans la presse, c'est Info Matin qui revient et parle bien sûr de politique. Niat qui succède à Niat. Écoutez, comme si le journal lisait dans la boule de cristal. Effectivement, nos confrères ont lu dans une boule de cristal, même s'il y a certains indicateurs qui disent que M. Niat sera effectivement reconduit au perchoir de la Chambre haute de notre Parlement. Pour la petite histoire, certainement dans les coulisses, il s'est dit que pourquoi on ne pourrait pas implémenter ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, en matière de longévité. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale est en train de passer plus de 30 ans au perchoir de l'Assemblée nationale, et pourquoi pas au Sénat. Mais je crois que la grande question ici se pose au niveau des instructions qui viendront certainement de la hiérarchie du RDPC, puisque c'est un peu comme ça que ça se passe. Ils ont appelé, ils disent qu'ils vont assurer la consigne de vote. Bien sûr, il y a une consigne de vote qui viendra certainement sous plus fermée de la hiérarchie du RDPC, et il n'y aura pas de surprise, certainement ce sera M. Niat Difeni qui sera reconduit, mais de là, journalistiquement, assez lancé de façon hasardeuse en disant que Niat succédera à Niat. Je crois que c'est assez imprudent, même si, comme je le disais, il y a des indicateurs qui démontrent quand même que avec le régime Biya, avec les antécédents qu'on a eu à l'Assemblée nationale, où c'est toujours Kaba Yeguil qui est reconduit à chaque fois, avec ces indicateurs, quand même, nos confrères auraient peut-être raison de dire que c'est M. Niat qui sera encore élu aujourd'hui au perchoir du Sénat. Alors, on recherche également la solution, en tout cas dans le cadre de la crise anglophone. Est-ce qu'on ne pourrait pas voter, puisque même dans le RDPC, on trouve les anglophones qui sont également sénateurs, on pourrait prendre aussi un sénateur et mettre à la tête du Sénat. Ce sera un anglophone, vous voulez dire? Bien entendu. Bien, je pense que l'élection à la tête du Sénat ne devrait pas être guidée par une crise anglophone, parce que lorsqu'on regarde un peu le schéma des responsabilités au niveau des institutions de notre République, les anglophones détiennent déjà la primature avec le Premier ministre. Si on donne encore l'Assemblée, le Sénat à un anglophone, je crois que ce serait politiquement incorrect, parce qu'on ne saurait laisser les nominations des responsables être à la solde d'une crise anglophone. Sinon, je crois qu'on arrivera dans une politique, dans une république ingérable où à chaque fait de société ou alors à chaque crise politique, on sera obligé de réaménager selon les désirata de ces crises politiques. Je pense que c'est une décision qui relève essentiellement, comme cela a toujours été le cas, de la hiérarchie politique du RDPC, qui donnera des instructions fermes pour que ce soit telle personne qui soit élue au perchoir, et le vote qui suivra après ne sera qu'un vote de façade. On appelle, en fait, chez eux, ils appellent ça la consigne de vote. De toute façon, c'est à lire dans le journal Info Matin, le même journal qui parle également de Laurent Esso, la cible du G20. Pour comprendre un peu une autre lecture de cette information, il faut aller dans les kiosques. Il y a eu à l'époque le G11, aujourd'hui on a le G20, c'est-à-dire un groupuscule de personnalités qui ont un appétit du pouvoir, et ils utilisent cet appétit du pouvoir pour renverser leurs concurrents directs. Et en référence à l'affaire Laurent Esso, certainement c'est en rapport avec cette sortie de Jeune Afrique où on présentait M. Esso comme un dauphin au remplacement de M. Biya. Alors certainement, de l'autre côté du G20, on ne l'a pas vu d'un bon oeil, et c'est la raison pour laquelle il y a finalement chaque fois qu'on a cité quelqu'un comme étant le dauphin du président de la République, on a oublié, on a pensé à quelqu'un d'autre. Il y a des noms qui sont... Il y a des syndicats qui avaient déjà été présentés comme étant le dauphin par le même organe Jeune Afrique Économie. Jeune Afrique, bien sûr. Après, dans une autre parution, c'est M. Laurent Esso qui a été présenté. Donc je crois qu'il s'agit ici d'une guerre de positionnement des réseaux autour du président de la République qui donne quand même certains indicateurs sur l'après-Biya. Ça veut dire que durant l'époque du renouveau, il y a eu certaines personnes qui se sont constituées pour, pourquoi pas, préparer le remplacement de Biya. Je pense que c'est une poussée conjoncturelle qui est normale, parce que le président de la République entre certainement en fin de règne, et on aura de plus en plus ce type de sortie, mais seulement il ne faut pas que la presse soit manipulée.
Et on a l'impression que nos confrères, certains de nos confrères, s'alignent plutôt du côté soit du G20, soit du côté de certaines autorités pour les défendre. Je crois que c'est sur le plan déontologique assez maladroit. Laissons faire la vie politique de notre pays et celui qui sera le remplaçant de M. Biya viendra de lui-même, puisque la constitution du pays est tout à fait claire sur celui qui pourra remplacer, pour devenir président de la République. Il sera connu. Alors, ça c'est également dans le journal L'Œil du Sahel ce matin, j'allais lire Info Matin, mais L'Œil du Sahel parle de Moscota, cette localité aujourd'hui qui a déjà reçu pratiquement 4000 déplacés et qui sont sous la menace de déguerpissement parce que les occupants de ces villages estiment qu'ils n'ont plus assez d'espace pour des cultures et la famine a presque tué déjà 50 personnes en quelques temps seulement. 4000 déplacés, ça occupe effectivement beaucoup d'espace. Et vous savez que le moins d'espace arable dans cette zone quasi désertique est source d'enjeu. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, les agriculteurs et les éleveurs notamment, trouvent que l'occupation qui est aujourd'hui faite par ces 4000 déplacés issus de la guerre contre Boko Haram leur mettent un peu les bâtons dans les roues dans leurs activités arables ou alors d'élevage qui devraient accomplir. Il appartient désormais aux autorités de la région de la Damawa, de la région de l'extrême nord, de prendre toutes les mesures en collaboration avec le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation, l'administration territoriale s'il vous plaît, et le ministère des relations extérieures, puisqu'il s'occupe d'un volet de cette situation, mais également avec les organisations internationales pour trouver un site qui évitera qu'on ait des conflits entre les déplacés et les agriculteurs ou les éleveurs, parce que dans le passé on a déjà eu ces conflits et il y a eu des morts malheureusement. Et vous savez que c'est une région qui connaît aujourd'hui une insécurité criarde et on ne voudrait pas en plus de l'effet Boko Haram avoir un effet entre déplacés. Alors les déplacés, c'est à la suite des exactions de la sécurité Boko Haram, on sait que c'est à la suite de toutes ces exactions que ces déplacés se sont retrouvés dans ces différentes localités, beaucoup plus à Moscota aujourd'hui, qui est quand même où on observe un peu d'accalmie, mais les locaux, je voudrais dire, les habitants de ce village estiment qu'il faut trouver la solution au plus vite, parce que sinon on comptera davantage de morts. Oui, les morts viendront certainement des conflits entre ces déplacés et les agriculteurs qui trouvent que leur espace est effectivement occupé, et c'est un espace vital pour eux qui leur permet d'exercer leur activité, mais également d'engranger certains revenus. Alors si aujourd'hui cet espace est occupé, bien évidemment on craint qu'il y ait des conflits. Et je rappelais tout à l'heure qu'à une certaine époque, il y a effectivement eu des conflits entre soit les réfugiés ou les déplacés avec les autochtones du milieu qui trouvent que ceux qui sont arrivés dans le cadre de la crise de Boko Haram sont plutôt des envahisseurs, et pourtant dans un sens ils auraient pu être mieux accueillis si les autorités camerounaises et les partenaires internationaux avaient pris toutes les mesures pour qu'ils soient parqués dans un autre milieu qui n'est pas un milieu vital pour les agriculteurs et les éleveurs. Très bien. Alors, ça c'est dans le journal L'Œil du Sahel de ce matin. Un autre sujet, dans la nouvelle expression, nous allons revenir au Sénat avec ce même sujet. Comment le Social-Démocratique Front a fait, bien entendu, des heureux au sein du RDPC. C'est un sujet où on observe que ceux qui étaient, en tout cas les sénateurs cumulats, ont fini par arracher la présidence du conseil d'administration qu'ils occupaient, en tout cas dans la plupart des structures étatiques. Aujourd'hui, ils sont restés au Sénat, donc ça donne la possibilité au RDPC davantage d'avoir d'autres postes et d'autres occasions. Eh bien, je ne sais pas si c'est le SDF qui a fait des erreurs au RDPC. Je crois que la question... Pour avoir accentué et insisté sur le cumul, la question du cumul qui était incompatible. En fait, il y a un sénateur SDF qui a effectivement levé cette question, mais bien évidemment les autres partis politiques ont trouvé qu'il ne s'agissait pas, il y avait une commission spécialisée qui devait valider appliquer le respect des incompatibilités, et cette commission a finalement planché et on est arrivé au résultat que 16 personnes ont préféré rester au Sénat, 16 sénateurs ont préféré rester au Sénat que de rester dans leur responsabilité publique. Mais je ne crois pas qu'il s'agit d'une impulsion de ce sénateur SDF, parce que depuis 2016, le 27 octobre exactement, le président de la République a donné des instructions pour que le Sénat veille désormais au respect des incompatibilités. Donc c'est une question qui existe depuis au Sénat. C'est la raison pour laquelle, à la deuxième législature qui a commencé il y a quelques jours, la commission de validation, d'homologation des mandats s'est penchée sur la question des incompatibilités et a finalement tranché. Donc je crois que le premier mandat, la première législature n'était pas
très contraignante sur cet aspect, même si l'aspect a été évoqué par l'opposition, mais avec les instructions qui ont été données par le président de la République de veiller aux incompatibilités, je ne pense pas que ce soit le SDF qui ait donné un coup d'accélérateur pour que ces incompatibilités soient aujourd'hui levées. Voilà, donc c'est également à lire dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin, en page 4, pour comprendre un peu comment est-ce que le social-démocratie font affaire des erreurs au RDPC. C'est dans le journal, avec notamment le départ ou tout au moins la libération de 16 postes de président du conseil d'administration. Et aujourd'hui, les sénateurs sont restés au Sénat justement. C'est dans le journal. Alors, on parle également du ministère des enseignements secondaires où on parle de 20 proviseurs et directeurs d'écoles qui ont été suspendus pour des raisons de fraude, selon le journal Émergence. Autant on parle de l'assainissement du fichier solde de l'État et de la fonction publique, autant je crois que dans chaque département ministériel, il faut quand même procéder à ce type de sanctions. Madame Nalo Valonga, qui a pris le taureau par les cornes, est en train d'assurer la continuité de ce que son prédécesseur avait déjà engagé en ce qui concerne la posture de certains proviseurs qui sont parfois trempés dans certains pratiques pas très orthodoxes. Je pense que c'est une bonne opération, mais seulement il faut que ça ne soit pas circonscrit seulement au ministère de l'enseignement secondaire, que les autres ministères qui sont frappés par ce type de manœuvres mafieuses soient également, les chefs de ces départements ministériels devraient également prendre ce type de mesures afin d'assainir autant que se peut certains départements ministériels qui sont de très très mauvais exemples en termes de gestion des affaires publiques ou alors des finances publiques. Très bien. Donc c'est Émergence ce matin. On va dire un mot sur le quotidien de l'économie avec ce qui est également contenu à la une du journal. Paul Biya qui suspend l'importation du sucre. On observe cette bataille depuis plusieurs mois quand même. Depuis plusieurs mois, d'autant plus que la société sucrière du Cameroun s'est plainte qu'elle risquerait de mettre la clé sous l'opération parce qu'il y a trop d'importations de sucre sur le territoire camerounais et qu'elle-même n'arrive plus à écouler ses stocks. Donc elle a lancé ce pavé dans la mare il y a, je crois, 1 mois et demi pour dire que les compteurs, les feux étaient rouges au sein de la société camerounaise, pas la cité. Alors au niveau de la présidence de la République, et ce n'est pas la première fois, on a tiré les leçons de cette alerte et à travers le secrétaire général de la présidence de la République qui a instruit le ministre du Commerce d'interdire finalement l'importation du sucre. Je pense que ça participe de la protection d'abord des emplois, mais ça participe également de la protection de cette entreprise qui est quand même une entreprise locale et qui est obligée de bagarrer contre ces importations qui viennent de l'étranger et qui font qu'elle-même n'arrive pas à écouler ses propres stocks. Est-ce que la production locale en fait peut satisfaire la demande locale également? Selon les arguments des responsables de la société, il y a un important stock qui peut couvrir au moins 6 mois. Donc on peut dire que l'offre est conséquente pour la demande. Même si à une certaine époque ou à l'approche du Ramadan, on observe parfois que pour des raisons de spéculation, il y a une pénurie de sucre. Mais je pense que la production de la société comme aujourd'hui est à même de relever le défi de la demande qui soit locale, soit étrangère, c'est-à-dire au niveau de la zone CEMAP. Et il y a des stocks en Côte-Nord, il y a des stocks, je crois, du côté du nord, et ces stocks n'attendent que d'être écoulés. Et les importations font qu'on n'y arrive pas du tout. Et la mesure qui a été prise aujourd'hui par le gouvernement camerounais de protéger le tissu local et de protéger la production nationale, je crois qu'elle tombe à pic. Même si ce n'est pas la première fois que ce type de mesure est prise, je pense que cette fois-ci, il faut qu'elle soit ferme afin que la société ne tombe pas sur ses genoux en termes d'emploi ou alors en termes de production de la richesse nationale. Très bien, ce sont des informations à lire dans la presse ce matin, parlant notamment du quotidien de l'économie qui est revenu sur Paul Biya qui suspend l'importation du sucre. C'est à lire dans le même tabloïd, en page 5 précisément. Alors autre chose qu'on peut découvrir aussi dans la presse ce matin, on parle notamment de cette crise aussi au sein du l'UNDP, parce que l'UNDP est également le parti de Belobon Magari, celui de Issa Touman Bakary qui s'affrontent à Pitois. C'est dans l'extrême nord, là-bas également. Un meeting a été organisé pour contrecarrer les actions du parti de Issa Touman Bakary qui lui entend organiser son meeting le 8 du mois en cours. La bataille du Grand Nord a déjà commencé. Vous savez que le Grand Nord est un vivier électoral assez important et en dehors du RDPC, les partis dont les leaders sont originaires du Grand Nord veulent à tout prix engranger derrière le RDPC le maximum d'électeurs. Donc, je crois que ce n'est pas du tout une surprise que le
NSC qui est conduit par M. Issa Chiroma vienne grappiller quelques électeurs. On va parler de quelques observateurs estiment que ce sont les enfants de la même maison, puisque c'est des partis alliés au RDPC. Ce sont des partis qui sont des partis gouvernementaux, certes, mais je crois qu'en ce qui concerne les élections locales, on ne fait pas de cadeaux. On oublie qu'on est des partis alliés aux partis au pouvoir. Donc c'est la raison pour laquelle nous voyons ces petits conflits aujourd'hui sur le terrain. Le FSSC qui est conduit par Chiroma et l'UNDP par M. Bello Boubama-Igali sont des partis régionaux qui tirent la plupart de leur électorat dans le Grand Nord. Et les batailles, avec les élections qui pointent à l'horizon, les batailles seront de plus en plus dures pour le contrôle spatial et électoral du Grand Nord. Et ce ne sera pas seulement la région que vous venez d'évoquer, ce sera partout dans le Grand Nord et peut-être pourquoi pas dans les régions hors Grand Nord. Mais je pense que c'est une poussée conjoncturelle suite aux élections locales qui sont annoncées cette année. Merci à vous, Georges Semeil. Vous êtes retrouvé seul malheureusement ce vendredi, mais en fait, ne vous en faites pas. Il y a d'autres possibilités. Merci et bon retour à votre rédaction. Et surtout, je vous souhaite de passer un très bon week-end, chers téléspectateurs. Et n'hésitez pas à faire un tour dans les kiosques pour être au parfum de l'actualité, comme certains qui ont déjà acheté les journaux et être au parfum de ces informations. Bon week-end et à lundi, 9h15. Equinox Télévision. De ces fonctionnaires qui résident à l'étranger et qui viennent émarger au on parle de comptage physique. Après, voilà, il y a également le comptage physique, mais il y a également un numéro vert qui a été mis en place afin que toute personne qui soit au fait d'une telle malversation dénonce tout de suite les intéressés. Très bien. Alors, ce sont des informations à lire dans la presse, notamment la nouvelle institution qui parle des 6 cadres des finances, donc aux arrêts, poursuivis par le tribunal criminel spécial. Ils sont aussi nombreux, mais simplement les 6 ont été tout au moins évoqué par les tabloïds de ce matin également. Alors, autre chose également à lire dans la presse, c'est Info Matin qui revient et parle bien sûr de politique. Niat qui succède à Niat. Écoutez, comme si le journal lisait dans la boule de cristal. Effectivement, nos confrères ont lu dans une boule de cristal, même s'il y a certains indicateurs qui disent que M. Niat sera effectivement reconduit au perchoir de la Chambre haute de notre Parlement. Pour la petite histoire, certainement dans les coulisses, il s'est dit que pourquoi on ne pourrait pas implémenter ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, en matière de longévité. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale est en train de passer plus de 30 ans au perchoir de l'Assemblée nationale, et pourquoi pas au Sénat. Mais je crois que la grande question ici se pose au niveau des instructions qui viendront certainement de la hiérarchie du RDPC, puisque c'est un peu comme ça que ça se passe. Ils ont appelé, ils disent qu'ils vont assurer la consigne de vote. Bien sûr, il y a une consigne de vote qui viendra certainement sous plus fermée de la hiérarchie du RDPC, et il n'y aura pas de surprise, certainement ce sera M. Niat Difeni qui sera reconduit, mais de là, journalistiquement, assez lancé de façon hasardeuse en disant que Niat succédera à Niat. Je crois que c'est assez imprudent, même si, comme je le disais, il y a des indicateurs qui démontrent quand même que avec le régime Biya, avec les antécédents qu'on a eu à l'Assemblée nationale, où c'est toujours Kabaye Eguil qui est reconduit à chaque fois, avec ces indicateurs, quand même, nos confrères auraient peut-être raison de dire que c'est M. Niat qui sera encore élu aujourd'hui au perchoir du Sénat. Alors, on recherche également la solution, en tout cas dans le cadre de la crise anglophone. Est-ce qu'on ne pourrait pas voter, puisque même dans le RDPC, on trouve les anglophones qui sont également sénateurs, on pourrait prendre aussi un sénateur et mettre à la tête du Sénat. Ce sera un anglophone, vous voulez dire? Bien entendu. Bien, je pense que l'élection à la tête du Sénat ne devrait pas être guidée par une crise anglophone, parce que lorsqu'on regarde un peu le schéma des responsabilités au niveau des institutions de notre République, les anglophones détiennent déjà la primature avec le Premier ministre. Si on donne encore
l'Assemblée, le Sénat à un anglophone. Je crois que ce serait politiquement incorrect parce qu'on ne saurait laisser les nominations des responsables être à la solde d'une crise anglophone. Sinon, je crois qu'on arrivera dans une politique, dans une république ingérable où à chaque fait de société ou alors à chaque crise politique, on sera obligé de réaménager selon les désirata de ces crises politiques. Je pense que c'est une décision qui relève essentiellement, comme cela a toujours été le cas, de la hiérarchie. Une rencontre est d'ailleurs prévue ce jour qui réunit bien entendu les responsables du RDPC au plus haut niveau pour notamment prendre une décision forte et proposer des candidats à ce poste-là. C'est aussi ce que propose le journal Info Matin de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle de Paul Biya qui suspend l'importation du sucre au Cameroun. C'est à lire à la une du journal et également d'autres faits aussi, sujets qui pourraient vous intéresser, parlant notamment de cette pléthore de clandestins dans notamment la vente des billets d'avion. Il faut faire attention désormais, c'est à lire aussi dans le dossier proposé par le journal. Donc c'est une alerte qui a été sonnée et il faut donc davantage comprendre de quoi il est véritablement question. C'est voilà ce qu'on peut lire dans la presse. Également Émergence qui est disponible, qui parle du Cameroun, avec des cumulars de fonctions, le cumul de fonctions également l'État camerounais dans un double jeu. Ce que dit le journal, 10 experts essaient de se prononcer sur cette question dans le dossier proposé par le journal Émergence. C'est un quotidien privé bilingue de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue, et ainsi que l'équation aussi dans les kiosques ce vendredi. Georges Simé, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Bienvenue. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse et les lecteurs et téléspectateurs n'auront qu'à faire un tour dans les kiosques. La nouvelle exposition qui parle d'opération intervient. On apprend d'ailleurs qu'il y a six cadres donc, du ministère des Finances et même du ministère de la Communication qui sont épinglés par une question de distorsion des fonds. Bien, ce sont plutôt des personnes qui manipulaient l'outil informatique en ce qui concerne la gestion du fichier solde de l'État. Je crois que c'est dans le cadre de l'opération COP qui a été lancée par le ministre des Finances qui consiste à assainir le fichier solde de la fonction publique du Cameroun. Et je crois que les premières retombées se font déjà percevoir avec la mise sous arrêt depuis mercredi passé de ces 6 agents qui manipulaient effectivement l'outil informatique afin de distraire en complicité les fonds avec certains fonctionnaires qui sont réputés des fonctionnaires fictifs. Je pense que avec ce coup de pavé, il y aura d'autres personnes qui seront interpellées. On a, je crois, jusqu'en fin mai ou fin juin la poursuite de cette opération et je crois qu'on aura d'autres résultats probants en ce qui concerne cette nébuleuse mafieuse sur les fonds publics. Alors, cette action intervient donc quelques temps après celle lancée par Essimi Meignet. À l'époque, il était ministre des Finances. C'était l'opération Boma. On a eu l'occasion, en tout cas, de mettre la main sur plusieurs personnes qui étaient également dans cette opération aussi. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes noms qui reviennent comme si c'était une toile tissée et on ne parvient pas toujours à assainir le milieu. Tout à l'heure, je parlais des nébuleuses, donc ça veut dire que c'est une sorte de pieuvre qui est difficilement appréhensible. Vous faites allusion à l'opération Bomale 2006 qui avait été effectivement lancée par le ministre des Finances, Essimi Meignet, mais qui n'a pas abouti à 10 politique du RDPC qui donnera des instructions fermes pour que ce soit telle personne qui soit élue au perchoir et le vote qui suivra après ne sera qu'un vote de façade. En fait, chez eux, ils appellent ça la consigne de vote. De toute façon, c'est à lire dans le journal Info Matin, le même journal qui parle également de Laurent Esso, la cible du G20. Pour comprendre un peu une autre lecture de cette information, il faut aller dans les kiosques. Il y a eu à l'époque le G11, aujourd'hui on a le G20, c'est-à-dire un groupuscule de personnalités qui ont un appétit du pouvoir et ils utilisent cet appétit du pouvoir pour renverser leurs concurrents directs. Et en référence à l'affaire Laurent Esso, certainement c'est en rapport avec cette sortie de Jeune Afrique où on présentait M. Esso comme un dauphin au remplacement de M. Biya. Alors certainement, de l'autre côté du G20, on ne l'a pas vu d'un bon oeil et c'est la raison pour laquelle il y a finalement chaque fois qu'on a cité quelqu'un comme étant le dauphin du président de la République, on a oublié, on a pensé à quelqu'un d'autre. Il y a des noms qui sont... Il y a des Sadiq qui avait déjà été présenté comme étant le dauphin par le même organe Jeune Afrique Économie. Jeune Afrique bien sûr. Après, dans une autre parution, c'est M. Laurent Esso qui a été présenté. Donc je crois qu'il s'agit ici d'une guerre de positionnement des réseaux
autour du président de la République qui donne quand même certains indicateurs sur l'après-Biya. Ça veut dire que durant l'époque du renouveau, il y a eu certaines personnes qui se sont constituées pour, pourquoi pas, préparer le remplacement de Biya. Je pense que c'est une poussée conjoncturelle qui est normale parce que le président de la République entre certainement en fin de règne et on aura de plus en plus ce type de sortie, mais seulement il ne faut pas que la presse soit manipulée et on a l'impression que nos confrères, certains de nos confrères s'alignent plutôt du côté soit du G20, soit du côté de certaines autorités pour les défendre. Je crois que c'est sur le plan déontologique assez maladroit. Laissons faire la vie politique de notre pays et celui qui sera le remplaçant de M. Biya viendra de lui-même puisque la constitution du pays est tout à fait claire sur celui qui pourra remplacer, pour devenir président de la République. Il sera connu. Alors ça c'est également dans le journal L'Œil du Sahel ce matin, j'allais lire Info Matin, mais L'Œil du Sahel parle de Moscota, cette localité aujourd'hui qui a déjà reçu pratiquement 4000 déplacés et qui sont sous la menace de déguerpissement parce que les occupants de ces villages estiment qu'ils n'ont plus assez d'espace pour des cultures et la famine a presque tué déjà 50 personnes en quelques temps seulement. 4000 déplacés, ça occupe effectivement beaucoup d'espace. Et vous savez que le moins d'espace arable dans cette zone quasi désertique est source d'enjeux. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, les agriculteurs et les éleveurs notamment, trouvent que l'occupation qui est aujourd'hui faite par ces 4000 déplacés issus de la guerre contre Boko Haram leur mettent un peu les bâtons dans les roues dans leurs activités arables ou alors d'élevage qu'ils devraient accomplir. Il appartient désormais aux autorités de... Nous rendons compte. Bonjour à tous, madame, monsieur, merci. Nous sommes vendredi. Comme vous le savez, c'est la dernière édition de la semaine, la revue des grandes unes. La presse est dans les kiosques, nous propose beaucoup de sujets et d'informations. Je vous invite d'ailleurs à lire. Et ce matin, la nouvelle expression parle donc de l'opération Épervier. 6 cadres des finances aux arrêts. C'est le grand titre du journal. Ils ont été donc happés dans le cadre de la campagne d'assainissement des comptes de l'État et de plusieurs autres opérateurs suspects, donc ayant causé de pertes énormes au trésor public. C'est en page 3 du journal. Le journal parle également de comment le Social Democratic Front a fait des euros au RDPC en levant le lièvre donc des incompatibilités. Le parti de Frondi a permis donc que 16 postes arrachés aux honorables cumulards se libèrent dans les institutions de l'État. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi au code électoral. Les 22 propositions de la société civile à lire dans ce numéro. Et aussi on parle de la crise anglophone, l'urgence de sécuriser les stations-service également inscrit dans ce journal, en page 7 notamment. C'est ce que dit la nouvelle expression. Alors, autre journal, c'est bien entendu L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques qui parle de Moscota, c'est une localité de l'extrême nord. 4000 déplacés menacés donc de déguerpissement, c'est ce qu'on dit en page 3. Le même journal parle du Sénat avec ces nordistes concernés par les incompatibilités. C'est dans le journal en page 2. Et toujours dans les kiosques ce vendredi, vous aurez donc l'occasion de lire autre chose, autres journaux, avec notamment les mutations qui est également disponible ce matin. Le journal s'intéresse à autre chose, parlant notamment de la manipulation, bien sûr, de la solde avec des faits qui sont également relevés par ce numéro. Donc une centaine de responsables au tribunal criminel spécial, à lire donc dans le journal Mutation de ce matin. Et toujours dans le cadre de mutations que nous avons reçues à notre rédaction, il y a d'autres informations aussi à découvrir. Après avoir fait un tour dans les kiosques, le PSOA hebdomadaire revient sur les 70 ans après l'UPC qui célèbre justement son premier sénateur, c'est ce que dit le journal. Et d'autres informations avec Bilebouya Maïgari de l'UNDP qui a été hué donc à Pitois. C'est également à la une du journal ce matin. Cameroun Tribune est disponible aussi
Le journal parle également de toute autre chose avec à la une un vécu quotidien des populations dans le cadre du vivre ensemble. C'est un dossier proposé par le journal et d'autres informations également à lire aussi dans le même numéro de ce matin. Info Matin qui également dans les kiosques parle de Nyat Ndifendi au Sénat qui succède à Nyat, c'est ce que dit le journal, qui semble avoir lu en tout cas dans la boule de cristal. Après 12 ans après, on se rend compte qu'il y a toujours des personnes qui émargent sur le dos de l'État indûment. Donc, avec cette nouvelle opération, on espère qu'on tirera les leçons de l'échec de l'opération Boma afin que la main soit mise sur ceux qui continuent de percevoir 1, 2, 3, 4 jusqu'à 20 salaires, alors que le contribuable paye toujours à travers le trésor public l'effort de leur travail. Le dysfonctionnement devrait... On aurait dû procéder d'abord à un audit des dysfonctionnements qu'on a décelés lors de l'opération Boma avant de lancer la nouvelle opération COP. Je ne sais pas si les fonctionnaires du ministère des Finances ont effectivement tiré les leçons de cette ancienne opération afin de lancer la nouvelle, mais je crois que c'est un bon point à mettre à l'actif du nouveau ministre des Finances qui a compris qu'il y avait au moins 1500 salariés fictifs qui émargeaient sur le dos de l'État. On espère que les résultats probants ne seront pas ces résultats qu'on a connus en 2006 avec l'opération Boma et que cette dernière opération viendra définitivement mettre fin à cette distorsion. Combien de fonctionnaires sont donc appelés à bénéficier du salaire de manière normale? C'est également une question. On n'arrive pas toujours à dire exactement combien de fonctionnaires existent au Cameroun. Le Cameroun compte aujourd'hui 350 000 fonctionnaires pour une masse salariale annuelle qui frôle les 1000 milliards de francs CFA. Alors, dans les 1000 milliards de francs CFA, il y a effectivement ces 1500 fonctionnaires fictifs qui émergent dans le trésor public. Donc il faut les sortir de cette masse salariale. Pourquoi pas les remplacer numériquement après, ou alors les intégrer tout simplement, parce que 900 milliards de francs CFA par an, je crois que c'est assez lourd pour le Cameroun, qui est quand même entré depuis un an et demi sous plan d'ajustement structurel avec le FMI, et c'est l'une des parties de la mise en œuvre de ce plan d'ajustement structurel qui est en train aujourd'hui d'être mise en œuvre par le ministre des Finances, qui veut que le train de vie de l'État soit réduit. Et vous savez qu'actuellement séjourne au Cameroun une mission du FMI qui vient effectivement évaluer trimestriellement les performances du Cameroun en ce qui concerne les accords qui ont été signés dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Et le volet fonction publique, le volet réduction du train de vie de l'État est un volet important pour que le Cameroun soit plus convaincant devant ses bailleurs de fonds. Alors, on a vu CJPS 1, on a vu CJPS 2, on voit encore d'autres cas évoluer dans ce sens. On n'a toujours pas de résultats attendus, même si aujourd'hui on espère qu'avec Léopold Moutazi qui est au ministère des Finances, on pourrait aboutir à quelque chose de positif, mais seulement l'opération est encore en cours. Oui, vous avez parlé des CJPS 1, CJPS 2, mais avant il y a eu l'opération Antilope qui consistait effectivement à assainir ce fichier solde de l'État. Mais malheureusement, comme vous le relevez, les résultats, on n'a pas eu les résultats probants. Donc ça veut dire que soit ceux qui étaient en charge de ce dossier n'ont pas été à la hauteur, ou alors soit je crois que il y a eu certaines complicités qui ont mis les bâtons dans les roues de ces diverses opérations. Mais avec l'opération COP qui vient d'être lancée, on tient quand même à relever qu'on a introduit deux nouvelles notions, c'est-à-dire le contrôle aux frontières, de ces